Le 9e Forum mondial de l'eau s'est tenu du 21 au 26 mars 2022 à Dakar, au Sénégal. C'est un sommet de haut niveau sur la problématique de la disponibilité de l'eau et autres questions connexes dont on se préoccupe de l'intérêt pour l'Afrique. Pour en parler, je reçois dans cette émission Analyse, Entretien, Rachidi Ojo, journaliste et expert en communication politique et géopolitique, directeur général du cabinet Africa Stratégie, un cabinet d'analyse et d'assistance géopolitique et géostratégique. Rachidi Ojo, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Pismoyo, merci de votre invitation. Je vous en prie. Alors, Rachidi Ojo, dans le cadre de vos activités sur la géopolitique de l'eau, vous avez suivi avec grand intérêt et de près le 9e Forum mondial de l'eau. Quel était l'enjeu de ce forum? L'eau potable en milieu rural. Ok. L'eau potable en milieu rural. C'est l'enjeu principal de ce forum, c'est l'enjeu des enjeux. C'est la disponibilité de façon continue, en quantité suffisante et en qualité, de l'eau potable dans les zones rurales, Oui. Que l'on peut considérer comme étant l'enjeu au cœur de ce forum. D'autant plus que les zones rurales, ce sont les zones de production, ce sont les zones agricoles, ce sont elles qui nourrissent les centres urbains. Il se fait que ce sont aussi des territoires qui sont confrontés à un certain nombre de défis. Ce sont des territoires qui sont exposés à toutes sortes de catastrophes humaines comme naturelles. Oui. Et l'absence d'eau potable ou l'insuffisance ou encore la pénurie d'eau potable, chaque fois, toutes les fois, dans ces territoires, peuvent être des facteurs aggravants des catastrophes auxquelles ces zones rurales peuvent être confrontées. Vous savez, l'eau n'est pas seulement qu'essentielle pour la vie. L'eau est un facteur déterminant de l'équilibre humain. Un homme qui a besoin d'eau et qui n'en trouve pas, quel que soit ce pourquoi il a besoin d'eau, est un homme déséquilibré. Et un homme déséquilibré, c'est un homme énervé constamment, qui peut être capable du pire. Et donc, il faut veiller à ce que, dans les zones rurales, qu'il y ait de l'eau, parce que, comme le pétrole, comme le diamant, comme l'or, comme le gaz naturel, comme l'uranium, l'eau est aussi un élément de géopolitique. Et dans un contexte de menaces terroristes, de rébellions, d'émergence des groupes armés un peu partout, Oui. il est crucial de se pencher sur la question de la disponibilité de façon permanente de l'eau potable dans les zones rurales. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le thème de ce 9e Forum de l'eau Oui. était la sécurité, la paix et le développement. Aujourd'hui, l'eau intervient au niveau de ces trois dimensions, au niveau de la sécurité, au niveau de la paix et au niveau du développement. Donc, pour moi, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu beaucoup de discussions sur un certain nombre de problématiques, mais la problématique des problématiques reste celle relative à l'accès universel à l'eau potable en milieu rural. Alors, Rachidi Ojo, qu'est-ce qui fait du 9e Forum mondial de l'eau une édition différente de celle des autres? Quelle est la plus-value de ce 9e Forum mondial? Alors, la différence qui frappe tout de suite à l'œil, Oui. c'est une différence symbolique. Mais ce n'est pas ça qui est important pour moi en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, en tant que quelqu'un qui utilise l'eau comme facteur de géopolitique. Oui. Ce n'est pas cette différence symbolique, parce que c'est pour la première fois, figurez-vous, qu'un tel forum se déroule en Afrique subsaharienne. Donc c'est pour la première fois qu'un pays d'Afrique subsaharienne organise le forum. Mais en dehors de cette différence symbolique, il y a quand même d'autres niveaux de différence qui me paraissent plus forts et plus significatifs. Okay. Le premier niveau, c'est d'abord la préparation.
La préparation a été participative, intégrée, collégiale, concertée. C'est-à-dire que pour une première fois, ce ne sont pas les experts, les sachants, les gros ingénieurs du Conseil mondial de l'eau, quelque part là-bas à Marseille, ou encore les administratifs du secrétariat exécutif du forum, qui se sont contentés de compter sur leur intelligence et leur imagination pour définir les orientations stratégiques du forum, pour définir les problématiques. Il y a eu une démarche qui a tenu compte de toutes les expériences nouvelles et productives qui se déroulent partout dans le monde. C'était plus inclusif. On a voulu un processus, une préparation inclusive. On a voulu vraiment utiliser les nouvelles pratiques qui sont en train d'être expérimentées dans certains États du monde, dans certains pays du monde, pour pouvoir enrichir l'expérience collective. Donc, à ce niveau, et nous pourrions, j'insiste vraiment là-dessus, nous pourrions en parler plus tard, c'est qu'il y a eu un processus rigoureux et transparent de sélection de structures étatiques au niveau des parties prenantes, donc au niveau d'un certain nombre d'États, pour que ces structures puissent soumettre leurs expériences, leurs programmes, leurs réformes à l'évaluation des experts, pour que ceux-ci puissent se convaincre de la pertinence et de la portée. Ça a permis plus tard de sélectionner les structures qu'on pourrait présenter comme modèle pour les autres, pour améliorer la pratique des autres. J'insiste là-dessus parce qu'on pourra en avoir à parler tout à l'heure. Okay. Ça, c'est le premier niveau de différence, pour moi, qui est vraiment quelque chose de hautement significatif. Le deuxième niveau, c'est dans la composition des acteurs. Nous avons eu cette année un forum vraiment multi-acteurs. Il y a eu une pluralité, une diversité des acteurs, des intervenants. On est allé au-delà des acteurs classiques pour, cette fois-ci, impliquer les communautés, les usagers de l'eau, les acteurs qui, par le passé, ne viennent au forum que pour suivre, que pour écouter, peut-être que pour applaudir, cette fois-ci ont eu la parole et ont eu à partager des expériences, à partager des pratiques. C'est quelque chose qui est très fort. On pourra aussi en parler tout à l'heure, peut-être quand on va commencer par aborder la qualité de la contribution, de la participation de l'Afrique à ce forum. Parce que ce n'est pas parce que ça a été organisé en Afrique que tout de suite, on peut être assuré d'une participation de qualité pour l'Afrique. Mais il y a une participation de qualité. Certains pays, certains États ont fait que la participation africaine a été une participation de qualité. Et le troisième niveau, oui, c'est dans la fixation des priorités. Cette fois-ci, on a évité de verser dans la gloutonnerie, dans la fixation des priorités. On a limité le nombre de priorités. Parce que quand il y a trop de priorités, on finit par ne plus avoir de priorités. Et cette fois-ci, les priorités ont été limitées à 4. Il y a eu comme première priorité la sécurité de l'eau et de l'assainissement. Deuxième priorité, c'est l'eau et le développement rural. Et c'est cette priorité qui rejoint vraiment l'enjeu de ce forum. Et puis, la troisième priorité, c'est la coopération. Et la quatrième priorité, c'est une priorité transversale, parce qu'elle regroupe les outils et les moyens à exploiter, à mettre en œuvre pour essayer d'améliorer les questions de gouvernance et les capacités de mobilisation de financement. Voilà les 3 niveaux de différence qui, pour moi, méritent d'être mis en lumière par rapport à ce à quoi on a assisté du 21 au 26 mars dernier à Dakar, au Sénégal. Rachidi Odio, avant de poursuivre, dites-moi, est-ce que lorsque vous évoquez tantôt le caractère très inclusif de la préparation de ce forum-là, est-ce que, au regard du processus qui a eu lieu, c'est aussi évocateur de la situation préoccupante de l'eau aujourd'hui en Afrique? Et c'est le cas. Okay. C'est justement parce que la préoccupation autour de la problématique de l'eau présente des spécificités
selon qu'on se trouve en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est, en Europe. Donc, il y a des spécificités, il y a des particularités. Et ça ne sert à rien d'engager la préparation en ne tenant pas compte des expériences diversifiées de l'ensemble des États, de l'ensemble des parties prenantes. Donc, l'inclusion, la concertation, la collégialité qui ont caractérisé cette préparation, c'est un pas de progrès dans l'approche, dans la manière de préparer le forum, parce que, figurez-vous, nous sommes quand même à la 9e édition et qu'il y a eu bien d'éditions avant celle organisée sur le sol africain. Alors, Rachidi Odio, que dites-vous alors de la contribution, de la participation de l'Afrique à ce forum? Alors, quand vous évoquez la contribution, la participation de l'Afrique, oui. L'élément sur lequel il faut vraiment mettre l'accent, c'est le fait que les représentants africains, cette fois-ci, ont eu le courage de mettre en avant les pratiques indigènes en matière de recherche d'eau potable. Vous savez, la question d'eau potable n'y date pas de notre siècle. Et nos ancêtres, nos aïeux, sur les différents territoires africains, ont toujours développé au fil des décennies, au fil des années, des techniques, quoique ancestrales, de recherche et d'approvisionnement en eau potable. C'est vrai que nous sommes à l'ère des technologies, mais parfois il est profitable, il est bénéfique pour les acteurs d'aujourd'hui de pouvoir quand même s'inspirer de ce qui se faisait pour peut-être apporter des améliorations en tenant compte des réalités du monde moderne. C'est beaucoup plus ça qui a caractérisé la participation de l'Afrique. Mais dans l'Afrique, c'est plusieurs pays, vous le savez. Bien sûr. Et les participations des différents États africains n'ont pas été au même degré. Je reviens singulièrement sur le cas du Bénin, pas parce que je suis béninois, mais parce que quand il y a des choses dont on peut être fier, il faut l'évoquer. Dans la préparation, il y a eu un processus d'appel à candidature pour sélectionner des structures étatiques qui mettent en œuvre des expériences productives, nouvelles. Justement, le Bénin, à travers l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, oui. L'ANAEP-MR, a fait une forte sensation à ce forum. Sa participation est beaucoup plus remarquable dans le processus de préparation, parce que le processus a quand même duré 3 ans. Et vous savez, dans l'organisation du forum, il y a eu des groupes consultatifs, des groupes d'action et des groupes pilotes. On n'a pas suffisamment de temps pour que j'entre dans les détails du fonctionnement, de la composition et des prérogatives des différents groupes. Mais je vais m'attarder sur les groupes d'action, parce qu'il y en avait 23. Et comme on les appelle, c'était vraiment les groupes opérationnels. Et justement, l'ANAEP-MR, donc l'Agence eau potable en milieu rural du Bénin, a été sélectionnée, a été retenue comme l'agence modèle dont l'expérience va permettre d'améliorer les pratiques des autres, après donc ce processus d'appel à candidature. Et puisque l'enjeu, comme je vous l'avais dit, c'est beaucoup plus d'eau potable en milieu rural, dans le groupe d'action qui est celui du Bénin, c'est le groupe 2A, et dans ce groupe, il y avait 4 actions fortes qui ont permis d'animer 4 différentes sessions. Et c'est au niveau des différentes sessions que l'ANAEP-MR, au nom du Bénin, a eu à coordonner les activités parce qu'elle a été retenue comme modèle, comme acteur de mise en œuvre d'une expérience qui mérite d'être partagée avec le reste du monde. Lorsque vous prenez la première action au sein de ce groupe, dont l'ANAEP-MR s'est occupée de la coordination, c'est une action qui a rapport avec la gouvernance et le cadre institutionnel pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Tout se trouve dans la gouvernance. L'existence même de l'ANAEP-MR est
l'illustration de ce qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le cadre institutionnel pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural doit changer et s'adapter aux réalités et aux défis de notre monde. Ensuite, la gouvernance qui caractérise donc le fonctionnement et les activités de cette agence, c'est une gouvernance qui traduit une nouvelle approche, une nouvelle dynamique, une nouvelle philosophie, un changement de paradigme, une nouvelle façon de fonctionner et de percevoir la question de l'apport de l'eau potable dans les zones rurales. Et justement, les résultats que le Bénin a eus avec cette agence ont permis d'améliorer, d'enrichir les pratiques des autres États. Regardez Epissonyo. Oui. Depuis 1960 que le Bénin est devenu indépendant. Si nous considérons cette année comme l'année à partir de laquelle les dirigeants béninois ont commencé par faire des efforts pour apporter de l'eau potable en milieu rural, je peux vous dire que de 1960 à 2016, le taux de cette rurale en ce qui concerne l'eau potable était de 42%. Ça suppose que 58% des Béninoises et des Béninois vivant en milieu rural n'ont pas accès à l'eau potable. Avec la mise en place de l'ANAEP-EMER, Oui. on est passé à 70% à fin décembre 2020. Et nous sommes en train d'aller vers les 80%. Le Bénin est en train d'aller vers les 80%. Parce que justement... Sans vouloir vous couper, est-ce que... Je vous explique, parce que justement, quand cette structure a été mise en place, donc ce qui marque un changement de cadre institutionnel, il y a eu tout de suite un inventaire de patrimoine, un cadre stratégique, un cadre opérationnel, un programme d'investissement et surtout une mobilisation des ressources dont je vais vous parler plus tard lorsqu'on va évoquer d'autres actions. Donc c'est quelque chose qui intéresse. Les autres ont envie de savoir comment vous faites. Comment est-ce que vous avez pu relever le taux d'accès à l'eau potable en milieu rural en si peu de temps? C'est à l'actif du gouvernement de la République. C'est à l'actif du gouvernement donc, du président Patrice Talon à travers l'ANAEP-EMER qui a fait ce travail. Regardez, imaginez que l'ANAEP-EMER a été mise en place depuis peut-être 2000, depuis l'année 2000. Aujourd'hui, le Bénin aurait déjà fini avec cette question. Oui. Qui est quand même une question importante parce que l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, c'est le 6e objectif de développement durable. Ça, c'est autour de la première action. Donc, qu'est-ce que l'ANAEP-EMER a fait? Elle n'a pas fait de présentation parce que toutes ces présentations ont été déjà faites durant le processus de préparation. Elle a écouté, coché, entraîné et encadré et apporté... non plus, il ne faut pas penser que c'est une solution miracle. Il faut tenir compte des spécificités des autres États pour pouvoir, à partir de ce qui marche chez vous, prodiguer des conseils, définir des pistes avec les autres aussi pour qu'ils puissent accélérer leur politique d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Ça, c'est autour de la première action. Donc, l'ANAEP-EMER a fait forte sensation et ça, c'est au nom du Bénin. Oui. La deuxième action, ça concerne la plateforme de cartographie et de surveillance des données. Une fois encore, l'ANAEP-EMER. Parce que le Bénin a déjà démontré qu'au XXIe siècle, on ne peut plus gérer le secteur d'eau potable en milieu rural comme ça suffisait dans les années 70-80. Nous sommes à l'ère du numérique. Donc la cartographie, elle est numérique. Et à partir d'un point de contrôle, on peut surveiller toutes les données, avoir des informations, des renseignements, de la documentation sur les incidents, les phénomènes, les mouvements, sur l'ensemble du réseau et même ce qui se passe chez les consommateurs, dans les ménages. Ça permet de pouvoir anticiper et d'avoir des réactions promptes en cas de nécessité d'intervention. Troisième action, c'est le développement durable des ressources en eau
et ce n'est pas ce qui m'intéresse trop à ce niveau, et les options technologiques pour des investissements de croissance. Puis, oui, il y a de quoi aussi, à ce niveau, la NEPMR coordonne, parce que le programme d'investissement mis en place par cette structure, oui, c'est 892 milliards de francs CFA d'ici 2030. 892 milliards de francs CFA d'ici 2030. Nous sommes en 2022 et en 4 ans, l'ANEMPR a mobilisé 460,97 milliards de francs CFA. C'est un niveau de mobilisation record. Oui. Aucun État du monde, aucun pays du monde n'a atteint cette performance en ce temps record. Au cas où des gens voudront faire des comparaisons, on parle de mobilisation de ressources pour l'eau potable en milieu rural. 460,97 milliards de francs CFA en 4 ans. C'est une performance extraordinaire, formidable, mais qui intéresse tout le monde. Et ça a été possible parce que les cadres, les acteurs, les animateurs de cette structure, qui est le bras opérationnel du gouvernement dans sa politique qui vise à apporter de l'eau potable en milieu rural, ont recouru aux nouveaux mécanismes de financement qui existent, aux possibilités nouvelles de financement. C'est aussi ça, parce qu'il faut avoir l'information, il faut connaître les mécanismes, il faut connaître les instruments pour pouvoir avancer dans la mobilisation de financement. Donc, en 4 ans, on est à 460,97 milliards de francs CFA et c'est une expérience qui ne peut passer sous silence. Et quand on a le financement, les options technologiques doivent naturellement tenir compte des spécificités territoriales. Absolument. Des paramètres géotechniques, de la géomorphologie, de la géopédologie. C'est pour ça que le Bénin, bien qu'étant en position de professeur à travers la NEPMR, n'a pas donné de leçons, a essayé d'utiliser l'expertise donc, que le pays détient pour véritablement donner un coup de main aux autres pays. Et il n'y a pas que des pays africains, il y a des pays d'autres continents du monde. C'est bien de parler de ce qui se fait de beau chez nous, mais ce n'est pas une stigmatisation aussi lorsque on dit que les autres sont venus apprendre. Donc pour moi, c'est pas important de revenir sur les noms des pays. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement des pays africains, en parlant des États qui ont été intéressés par l'expérience du Bénin, oui, c'est pratiquement tous les pays du monde. Vous avez des pays sur tous les continents du monde. Et la 4e action, elle tourne autour des modèles de prestation de services en ce qui concerne l'eau potable en milieu rural. Lorsque l'eau est disponible, quels sont les choix, quelles sont les options que l'on fait pour que les populations puissent avoir accès à l'eau? Le Bénin, à travers la NEPMR, a fait l'option d'un contrat tripartite, gouvernement donc représenté par la NEPMR, les communes, et maintenant le secteur privé. Okay. Je pense que si mes informations sont bonnes, d'ici quelques jours, les premiers contrats vont être signés parce que les infrastructures du système d'alimentation en eau potable dans les zones rurales sont disponibles et que maintenant, il faut que les prestataires, les acteurs du secteur privé qui vont exploiter, qui vont gérer ces infrastructures pour que les populations aient accès à l'eau potable soient aussi immédiatement opérationnelles. Alors, après cette brillante participation, on va dire, du Bénin au 9e Forum mondial de l'eau, et pour finir notre émission, j'ai bien envie de vous poser la question de savoir, une fois le 9e Forum mondial sur l'eau achevé, quelles sont les grandes conclusions qu'on retient, quels sont les gains pour le Bénin et que sera la suite? Rachidi Odo. Alors, quand vous parlez des grandes conclusions, vous savez, c'est un forum, il y a une déclaration qui a été faite le 25 mars qui rappelle le lien entre l'accès à l'eau potable et le respect des droits de l'homme, le lien entre l'eau potable et la santé, le rapport de causalité qu'il y a entre l'accès à l'eau potable et l'anticipation sur les capacités des États à régler, gérer les conflits, surtout les conflits liés aux ressources en eau potable transfrontalières. Bien sûr. Voilà. Donc,
Et il y a eu une déclaration, mais plus que cette déclaration, c'est ce que les différentes délégations qui ont représenté les États ont retenu. Oui. C'est ça qui est important. Et c'est en ça que la participation d'un pays comme le Bénin est toute particulière à travers l'ANEP-MR. Sa participation est différente parce que à travers les activités auxquelles elle a participé, cette structure a pu aider, a pu montrer la voie, a pu orienter d'autres structures analogues ou similaires pour pouvoir aussi accroître les performances et accélérer le processus qui devrait conduire à la réalisation des objectifs 6.1 et 14.1, les ODD 6.1 et 14.1. Et alors, vous parlez maintenant de la suite. La suite, c'est, je vous dirais, la conférence des Nations Unies sur l'eau. C'est une conférence qui est prévue l'année prochaine. Le Bénin, une fois encore, sera représenté au plus haut niveau, sans doute par le président de la République, Patrice Talon. Et c'est tout ce qui a été fait au niveau du forum qui va être capitalisé maintenant pour montrer de façon formelle la voie assure aux autres États du monde. Donc, le plus dur, c'est ce que l'ANEP-MR a déjà fait au niveau de ce forum, parce que c'est ça qui va être exploité plus tard pour préparer la participation du Bénin à la conférence de l'année prochaine. Le plus dur, c'était de pouvoir d'abord être retenu, reconnu comme structure modèle, et ça a été fait. Le plus dur, c'est d'avoir été, pendant tout le forum, la structure dont tout le monde voudrait connaître les secrets de réussite, en quelque sorte. Donc, l'année prochaine, bien évidemment, c'est une conférence onusienne avec tout ce que cela comporte comme protocole classique, mais on attendra de voir les résolutions qui en seront issues. Et ces résolutions, croyez-moi, seront fortement influencées par les expériences des États comme le Bénin, à travers donc l'ANEP-MR, qui est le bras opérationnel, le bras technique. Patrice Talon, on est l'architecte, c'est la structure pensante de toute la stratégie du Bénin en matière d'accès à l'eau potable en milieu rural. Rachidi Ojo, merci. Avant de finir cette émission, nous disons chapeau bas à tous les acteurs qui ont contribué à cette brillante participation, on va dire, du Bénin au 9e Forum mondial de l'eau. Je rappelle, vous êtes journaliste, expert en communication, directeur général du cabinet Africa Stratégie, le cabinet d'analyse et d'assistance géopolitique et géostratégique. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est moi qui vous remercie d'être venu à moi. Merci.